Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi, je l'ai vu face à face. Et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Si vous êtes joueur de jeux vidéo, vous avez tous au moins joué à un jeu Ubisoft dans votre vie. Ubisoft en 2024, c'est l'une des plus grandes boîtes de jeux vidéo mondialement reconnues. Si vous êtes joueur depuis peu de temps, vous les connaissez sûrement pour Assassin's Creed, The Division ou même Watch Dogs. Mais avant 2010, je vous promets qu'ils faisaient d'autres jeux. Ils ont même fait des jeux qui sont excellents et qui ont brillé pour leur originalité. Vous me croyez ? Non, l'une qui est le sujet de cette vidéo. Pour ça, il faut remonter le temps jusqu'en 1978. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Jordan Mechner. Jordan est passionné par le cinéma et la bande dessinée. Il veut réaliser des dessins animés. Un jour, chez un ami, il découvre un Apple II qu'il veut se procurer par la suite. Un Apple II, c'est un des premiers modèles de PC qui a été commercialisé, et c'est également un des premiers succès en termes de vente, car il va en partie démocratiser le PC. Jordan, qui a donc un talent pour le dessin, réalise des caricatures dans des foires locales pour se financer un Apple II. Et là, il découvre le jeu Space Invaders, et il s'intéresse à la programmation. Et c'est là qu'il se décide de se lancer dans la conception d'un jeu vidéo. Il veut devenir un auteur de jeux à succès comme le créateur de Space Invaders, qui est Tomohiro Nishikado. Très vite, il commence à créer des jeux. Il fait ses années à l'université, et là il sort son premier jeu qui se nomme Karateka et qui sort en 1984. C'est l'un des premiers jeux de combat sur ordinateur. Le jeu connaît un succès notamment pour la fluidité de l'animation et le sentiment de profondeur que le titre donne. Le premier plan bouge, tandis que l'arrière-plan reste fixe. Le jeu se vend bien, et Jordan peut travailler sur un nouveau jeu vidéo. Pour ça, il a besoin de quelqu'un qui peut éditer son jeu, et il se tourne vers le même que pour Karateka. Il se tourne vers Brotherboon Software. Et là, Jordan veut faire un jeu de plateforme. Mais il veut pas faire un jeu de plateforme comme le plus connu, Super Mario Bros. Il veut faire un jeu de plateforme qui peut se démarquer du titre de Nintendo. Il est fan de cinéma, et je sais pas si vous êtes au courant, mais Steven Spielberg a sorti un petit film qui s'appelle Les Aventuriers de l'Arche Perdue en 1981. Et Jordan a vu l'Arche Perdue et le Temple Maudit, et il voit comment Harrison Ford bouge, comment il sprint, comment il s'agrippe au rebord et comment il fait ses cascades. Pour lui, son personnage ne doit pas juste aller de gauche à droite et faire une simple animation de saut, il veut que les gens croient en la façon dont il bouge. Il veut mettre la sensation de poids du personnage dans un jeu de plateforme. Donc comment il fait pour qu'on sente le poids du personnage dans son jeu ? Il utilise son frère pour avoir des références pour les mouvements du personnage. Il le filme et lui fait les différents mouvements demandés. Ensuite, il photographie les poses clés de l'animation en repassant sa vidéo de son frère. Il redessine les poses pour avoir sa suite d'images qui va constituer l'animation du personnage. En animation, on appelle ça la technique par rotoscopie, et du coup ça a créé des animations convaincantes. Le problème de ce procédé, c'est qu'il est long. Très long. Ça aide pas que Jordan était seul à développer son jeu, donc le développement du jeu dure 4 ans. Comme contexte du jeu, il choisit le conte des 1001 nuits, qu'il affectionne particulièrement. Son père, Francis Mechner, lui demandera s'il peut composer la musique du jeu, ce qu'il accepte. Ok, donc on a le cadre du jeu qui est donné, la musique est ok, l'éditeur est trouvé, il lui manque plus qu'un nom à ce jeu. Et le nom du jeu, c'est le product manager de la Brotherboon qui va lui proposer. Ça va s'appeler Prince of Persia. Ce jeu, qui va sortir dans un premier temps sur Apple II en 1989, n'avait même pas d'ennemis un an avant sa sortie. Bien sûr, il y avait les plateformes, les décors et tous les pièges à éviter, mais il n'y avait pas assez de mémoire pour que la machine puisse incorporer des ennemis dans le jeu. Néanmoins, Jordan réussit à dupliquer le prince pour en faire un ennemi, et il voit le résultat et il est déterminé à mettre des combats et des ennemis dans son jeu. D'abord, il clean les niveaux pour qu'ils prennent moins de ressources, et ensuite, il intègre des animations de combat et des ennemis dans son jeu. Le jeu est prêt, et en 1989, Prince of Persia sort enfin. Et déjà, on sent que les bases de ce qui va devenir une série sont posées.
Le pitch du jeu est très simple. Le sultan de Perse s'est éclipsé, laissant le palais aux mains du grand vizir Jafar qui a décidé de faire un coup d'état et d'accéder au trône. Mais pour devenir le nouveau sultan, il doit soumettre la princesse ou s'en débarrasser. Il lui impose donc un ultimatum qui est d'accepter sa main ou de mourir, et il lui laisse 1 heure pour réfléchir. Dans ce sentiment d'urgence, nous incarnons un jeune homme qui doit échapper des cachots duquel il est prisonnier et sauver la princesse avant que le pire n'arrive. Le jeu est très bon, déjà car franchement, pour un jeu fait par une seule personne, c'est vraiment admirable le travail qui a été fait, et en plus, on a une qualité d'animation qui était du jamais vu pour l'époque. Il y a autre chose à souligner, c'est le fait que le jeu n'ait pas de système de scoring, ce qui était une norme dans tous les autres jeux sortis. Au lieu de ça, le jeu donne une limite de temps pour être terminé. Le jeu est difficile, chaque erreur du joueur ne pardonne pas et conduit à la mort. Il y a beaucoup d'idées de game design très intéressantes dans ce jeu. Il faut traverser les 12 niveaux, et autant vous dire qu'en ayant fini le jeu, je suis mort au moins une centaine de fois. Il y a plein de pièges redoutables, des dalles qui s'effondrent, des portes qui se coupent en deux et qui scient le personnage, des pics qui sortent du sol. Le jeu est si vicieux qu'il y a des potions qui vous soignent, et des potions qui vous empoisonnent. Il y a même une potion qui inverse l'écran verticalement. Les sauts sont millimétrés et assez exigeants, mais le jeu reste juste, car même s'il n'est pas évident, les ennemis peuvent mourir de la même façon que vous, ils peuvent se prendre les pièges, et c'est tellement satisfaisant quand t'as donné quelques coups à l'ennemi et qu'il recule pour se prendre les pics. Par contre, le jeu vous punit instantanément si vous évitez le combat contre un soldat. C'est impossible de les passer sans se faire one-shot si vous dégainez pas votre épée. Pareil, il y a un individu qui est le prince version maléfique qui apparaît dans un miroir pour nous faire comprendre que c'est notre reflet. Si on l'affronte et on le tue à la fin du jeu, on meurt également. Et ce mob-là, c'est le fameux premier ennemi qui a pu incorporer Jordan dans le jeu, celui qu'il a pu dupliquer comme dit plus tôt. Il faut d'abord l'affaiblir, puis ranger son épée pour montrer qu'on est meilleur que lui, mais qu'on l'épargne. Ça paraît con, mais c'est vraiment une idée que je trouve cool. Et donc naturellement, quand on arrive au dernier niveau du jeu, qu'on affronte Jafar et qu'on le bat, on sauve la princesse, qu'on épouse, et notre héros gagne le titre de prince de Perse. Donc, Prince of Persia sort, mais ce n'est pas un succès immédiat. Jordan a passé 4 ans à le développer, mais entre-temps est sorti le Macintosh, et du coup, il a développé un jeu sur un support qui était en train de disparaître quand il est sorti. La Brotherhood a prévu le coup, et Prince of Persia est porté sur de nombreux supports. Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, DOS, PC Engine, Game Boy, Master System, Game Gear, Macintosh, Mega CD, NES, Super Nintendo, Mega Drive, ZX Spectrum et Game Boy Color. Ce jeu est ressorti sur tellement de supports, et la Brotherhood l'a tellement soutenu que c'est devenu un succès. Personnellement, lorsque j'ai fait le jeu, j'ai joué à la version DOS car elle me semblait être un bon compromis entre toutes les versions du jeu. Donc Prince of Persia se vend bien, et la Brotherhood commence naturellement à travailler sur une suite. Et figurez-vous que la Brotherhood met les petits plats dans les grands, et on passe d'une quinzaine de personnes qui travaillent sur le jeu contre une seule pour le premier. Jordan rempile pour le développement de ce deuxième épisode, même s'il a une moins grande importance, il ne fait plus le code du jeu. Par contre, il s'occupe de la construction des niveaux. Il reste quand même level designer. Pour le chara-design du prince, on reprend celui de la version Macintosh. Étant donné que Prince of Persia 1 n'a cessé d'être amélioré au fil des versions, pourquoi ne pas en profiter ? Et en l'an 1993, Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame sort sur MS-DOS. Et déjà on voit la différence graphique entre le 1 et le 2, on sent que la production value a augmenté, tout est plus beau, tout est plus détaillé, la direction artistique est plus travaillée, on a beaucoup plus de diversité dans les environnements, les niveaux sont mieux construits. Ils ont même rajouté des voix pendant les cinématiques, on a enfin un jeu avec du doublage. The prince leaves Persia as he arrived. Au niveau du gameplay, on reste quand même en terrain conquis, même si les développeurs ont rajouté la possibilité de ramper, et que les animations sont encore plus détaillées que dans le premier opus. On a également une durée de vie plus longue, et la difficulté a été revue à la hausse. Le chrono est de retour, mais par contre, vous devez finir le jeu en 75 minutes contre 60 dans le premier épisode. On reste vraiment sur du jeu de plateforme qu'on pourrait qualifier de die and retry, car il faut connaître les pièges, et s'en prendre certains pour comprendre comment fonctionnent les niveaux. Et je suis mort tellement de fois quand j'ai fait ce jeu, je crois que je suis mort 3 fois de plus que mon nombre de morts total dans Prince of Persia 1. Entre les nouveaux ennemis qui voudront votre peau, et qui ont des patterns abusés, mention spéciale à la tribu avec les masques d'aigle qui gardent la flamme dans le temple vers la fin du jeu. Bien content d'avoir passé cette partie horrible. Si déjà vous survivez aux serpents, aux têtes volantes, aux squelettes qui sont au-dessus d'un pont qui va s'effondrer, aux pièges qui sortent des murs... Ouais, là on est vraiment dans Indiana Jones. Même si j'ai extrêmement ragé sur le jeu, je dois admettre qu'il a beaucoup de qualités qui en fait un jeu à mes yeux aussi bon que le premier. Si ce n'est pas meilleur d'ailleurs.
Par contre, contrairement au premier Prince of Persia où les portages du jeu pouvaient aller de médiocre à excellent, je préfère vous prévenir tout de suite, les portages de Prince of Persia 2 sont pourris. Déjà, le deuxième épisode a peu été porté en comparaison de son prédécesseur. Prince of Persia 2 a connu une version DOS, une version Macintosh, Super Nintendo et FM Tone. Les versions DOS et Macintosh sont les meilleures. Il faut jouer au jeu sur ces versions car les autres versions sont ratées. En particulier la version Super Nintendo qui est une catastrophe. Déjà les niveaux du jeu sont plus moches, la direction artistique est dénaturée, et le jeu est accéléré comparé aux autres versions. À quel point? Ok, laissez-moi juste vous montrer le jeu sur DOS. Voilà, maintenant laissez-moi juste vous montrer le jeu sur Super Nintendo. Donc ouais, c'est juste injouable. Surtout dans les phases de combat pour lire les patterns des ennemis et bloquer les coups. Déjà que le jeu est super dur, mais si en plus il est accéléré, c'est juste impossible. Sachez qu'il existe une version du jeu sur Mega Drive, mais qui n'est jamais sortie. Elle est restée au stade de prototype et elle a été éditée par Microids. Elle est jouable par différents moyens, je vous laisse faire des recherches si jamais ça vous intéresse, mais sachez qu'il manque des cinématiques, il y a même une mission qui peut pas se finir car elle est buggée. Il y a un script qui ne se déclenche pas, c'est celui où vous prenez le cheval dans les ruines abandonnées. Normalement vous sautez dessus et la cinématique se déclenche. Dans la version Mega Drive, vous n'atterrissez pas sur le cheval et vous mourrez de la chute. Vous êtes obligé de passer au niveau suivant avec un mot de passe depuis le menu du jeu. Je fais aussi un commentaire sur la musique du jeu. Autant sur DOS, pas de soucis, autant sur Super Nintendo, je commence déjà à saigner des oreilles, et par contre, et je rigole pas en vous disant ça, mais la musique de la version Mega Drive, mais c'est sans doute la pire musique que j'ai eu à écouter dans un jeu vidéo. C'est à se donner le mal de crâne. Imaginez-vous une session de jeu avec ça. C'est nul. C'est pas bien. Au niveau de l'histoire, elle est plus développée que l'opus précédent. Le prince et la princesse coulent des jours heureux depuis la défaite de Jafar. Un jour, alors que le prince entre dans la cour du palais, il voit sa femme avec un clone de lui qui veut l'arrêter et le faire exécuter. Voyant qu'il est impossible de s'expliquer, le prince s'enfuit de la ville à bord d'un bateau. Lorsqu'il dort, il voit dans ses rêves une femme qui lui dit de la rejoindre. Le bateau s'échoue et l'aventure du prince commence. On commence sur une plage, on s'enfonce dans une gigantesque grotte, le prince galère à se battre contre des squelettes, il trouve un tapis volant, et il réussit à rejoindre l'ancienne ruine. Au même moment, la princesse se rend compte trop tard que le sosie du prince est en fait Jafar, qui a pris l'identité du prince. Mais Jafar lui lance un sort qui la plonge dans un sommeil éternel. À ce moment-là de l'histoire, Jafar a gagné, parce qu'il a pris le pouvoir, et il est bien globalement. Le prince parcourt les ruines, arrive dans ce qui semble être une ancienne salle de trône, ramasse une épée, et s'évanouit. Il a une vision de la femme qu'il a vue plus tôt, qui se révèle être sa mère, qui lui dévoile qu'il n'est pas un vagabond comme on pouvait le croire au début du premier jeu, qu'il est un héritier de famille royale, et qu'il en est le seul survivant. Ses parents ont été assassinés par l'armée maléfique des mobs qu'on peut voir dans les niveaux des ruines, donc elle demande de les venger. Le prince doit retourner au palais pour sauver sa fiancée, mais pour ça, il a besoin d'un item pour devenir très fort, il a besoin de la flamme qui se trouve dans un temple. Et après environ 300 morts du joueur, qu'on arrive dans la salle de la flamme, comment on fait pour la récupérer? Vous vous rappelez de l'ombre du prince dans le premier volet qui a refusionné avec lui à la fin du jeu? Vous avez besoin de lui pour aller chercher la flamme, parce que sinon vous pouvez pas la toucher, vous mourrez direct, vous vous faites désintégrer. Et une fois que c'est fait, le soldat s'agenouille devant nous. Maintenant le prince peut retourner au palais, à dos de cheval volant. Ouais, on est vraiment en plein compte des mille et une nuits. Il tombe face à Jafar, qui le plonge dans un cauchemar. S'ensuit un combat entre le prince et ses sosies maléfiques, et là, le prince tombe face au sosie qui est Jafar, l'enflamme et le désintègre. Jafar est mort. Le sort de la princesse est levé et elle peut se réveiller. Le prince a encore une fois sauvé tout le monde et il l'emmène à dos de cheval. Mais tout n'est pas fini. Together in joy and serenity and lived happily ever after. Sachez que ce cliffhanger ne sera jamais résolu. Bien sûr, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Les critiques se mettent d'accord, et Prince of Persia The Shadow and the Flame est salué. Il est considéré comme une amélioration sur tous les points du premier opus, en plus d'être un succès commercial. Bref, Prince of Persia est devenu une saga avec ce deuxième épisode. La Brotherhood conçoit bien, comme toute boîte qui fait du chiffre, de faire un troisième jeu et de ce fait d'en faire une trilogie. Et elle lance la production sur un troisième épisode en 2D, qui est censé donner suite à Prince of Persia 2. Pendant que le troisième épisode de Prince of Persia est en développement, le monde du jeu vidéo va connaître un gros changement. Ça commence avec un petit studio qui s'appelle ID Software.
qui a sorti Wolfenstein 3D en 1992, mais leur popularité va exploser avec la sortie de Doom en 93. Et le monde voit sortir Doom avec émerveillement. C'est l'un des premiers jeux vidéo à proposer des graphismes en 3D qui tournent en temps réel, et on n'avait jamais vu ça pour l'époque. Alors oui, le jeu il est pas entièrement en 3D, on reste sur des sprites en 2D, mais on se déplace dans un décor en 3D, alors qu'avant tout était plat. On ne connaissait pas ça avec les jeux 2D. Doom a tellement marqué l'industrie du jeu vidéo qu'il a créé un genre de FPS à son nom, le Doom-like. En plus de populariser le FPS. C'est à ce moment qu'on entre dans une période où tous les développeurs veulent faire un jeu en 3D. Mais si on a popularisé un genre de jeu comme le FPS avec Doom, comment renouveler le jeu de plateforme en le passant à la 3D? Il y a une boîte qui va trouver la réponse à cette question. Et vous les connaissez. C'est Core Design. Et les développeurs de chez Core Design, ils vont sortir Tomb Raider en 1996. Pendant le développement de Tomb Raider, les jeux de plateforme n'existaient pas en 3D. Les développeurs ont dû partir de zéro pour concevoir un jeu de plateforme 3D. Ok, il y a juste le contexte de l'archéologue qui va chercher les trésors perdus, ça ils l'ont pas inventé. Indiana Jones et la dernière croisade est sorti en 1989, et tout le monde a vu la dernière croisade et a constaté que c'était un film exceptionnel, donc encore une fois, et comme Jordan Mechner, Core Design va puiser son inspiration chez Spielberg. Mais cette fois, ils vont pas mettre un homme en héros principal, ils ont déjà essayé de mettre un homme pendant la production, ça a pas marché, le résultat était trop fade, trop générique. Donc, ils mettent une femme, qui va devenir Lara Croft. Et maintenant, tout le monde connaît Lara Croft, car c'est une icône de la pop culture, donc on peut dire que le pari est réussi. Le fait d'avoir mis une héroïne au lieu d'un héros permet immédiatement de démarquer leur jeu des autres, mais même sans ça, le fait que le jeu soit entièrement construit en 3D a rendu tous les autres jeux de plateforme en 2D ringards. Tomb Raider, premier du nom, a longtemps été considéré comme un des plus grands jeux de tous les temps. Quelques mois plus tard chez nous sort le mastodonte Super Mario 64, qui viendra enfoncer le clou. C'est le premier Mario fait entièrement en 3D, et tous ceux qui ont joué à Mario 64 à l'époque ont pris une grosse claque. On n'avait jamais vu ça pour l'époque. Les contrôles et les déplacements de Mario sont fluides, ils répondent extrêmement bien, et la différence avec le premier Tomb Raider, c'est qu'on passe de touches directionnelles de la manette PS au joystick de la manette N64. L'autre grosse différence, qu'il ne faut pas négliger, c'est que vous pouvez faire Mario 64 sans trop de difficulté aujourd'hui. Bien sûr que c'est un peu vieilli, mais beaucoup moins que Tomb Raider qui est quasiment injouable aujourd'hui. Mario 64, c'est aussi l'exemple même d'une saga qui a su transitionner de la 2D à la 3D. Et pour preuve, si on fait un top 20 objectif des meilleurs jeux vidéo ever, Super Mario 64 est dedans. Ce jeu est vraiment une dinguerie de level design, avec des niveaux qui ne cessent de se réinventer, et à l'époque il était magnifique techniquement. Le problème, si tu es joueur, c'est qu'après avoir joué à des jeux de ce calibre, tu ne peux pas retourner à des jeux en 2D traditionnels. Et si tu es un développeur, il faut absolument que tu fasses un jeu de ce calibre si tu veux rester dans la course. C'est comme quand tu joues à un jeu qui a apporté un vent de fraîcheur à l'open world et que tu repasses à un jeu avec un open world archaïque. Ça fait forcément mal. Et la Brotherhood, impuissante, voit ces jeux sortir. Leur pauvre Prince of Persia 3 qui est en production n'a aucune chance face à la nouvelle ère de jeux vidéo. Aucune. Les joueurs ne voudront pas jouer à un Prince of Persia basique en 2D après avoir connu le passage à la 3D. Donc, ils stoppent le projet. Le jeu est annulé. Bon, c'est là que Prince of Persia se doit de se réinventer. On est en 1997 et la Brotherhood relance le développement d'un troisième épisode de Prince of Persia, mais cette fois, elle va créer une division juste pour publier des jeux vidéo. Elle va créer Red Orb Entertainment et lui confier le développement du nouveau Prince of Persia. Cette équipe de développement n'a rien à voir avec celle qui a fait Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame. Jordan Mechner, qui occupait des places centrales dans les développements des deux premiers épisodes, est très peu impliqué dans le développement du jeu et est réduit en tant que consultant créatif. Et en plus, il a été très occupé à développer The Last Express, donc il ne peut pas être sur les deux projets en même temps. Le développement du nouveau Prince of Persia avance, mais la Brotherhood connaît des difficultés financières. Et en 1998 débarque une nouvelle boîte dans cette histoire qui s'appelle The Learning Company. The Learning Company est une boîte qui développe des jeux vidéo ludo-éducatifs, et elle était en quelque sorte concurrente de la Brotherhood. Du coup, si vous êtes à la place de la Learning Company et que vous voyez que votre concurrent est en faillite, qu'est-ce que vous faites logiquement ? Vous les rachetez. Vous voyez des grosses licences qui ont un potentiel comme Prince of Persia, mais il y a aussi la licence Myst dans le lot, donc vous les voulez dans votre catalogue. Et c'est ce qui s'est passé avec la Brotherhood. La Brotherhood fusionne avec The Learning Company. Cette acquisition leur a demandé beaucoup d'argent, 420 millions de dollars, donc il leur faut rentabiliser cet achat en vendant des jeux. On arrive fin 1998 et un géant de la distribution de jouets et jeux que vous connaissez qui s'appelle Mattel et qui voit le marché du software qui commence à décoller et Mattel s'intéresse à ce marché mais ils n'ont pas le personnel et le savoir pour y aller. A leur tour, Mattel, pour la somme de 4 milliards de dollars, rachète la Learning Company. Et c'est là que les choses se corsent, car tout le monde a perdu beaucoup d'argent, en particulier Mattel, qui a au passage renommé la Learning Company en Mattel Interactive, qui va s'occuper de la publication de jeux vidéo, tout comme il le faisait avant d'être acheté. Et ce qu'il s'est passé, c'est que Red Orb poursuivait le développement de leur Prince of Persia, et un beau jour, on arrivait dans leurs locaux et on est venu leur dire « Bon les gars, c'est bien beau votre Prince of Persia, c'est cool votre réimagination en 3D, mais là, il nous faut vraiment de l'argent là, car on en a perdu beaucoup avec la série de rachat, donc vous allez vraiment sortir votre jeu maintenant. »
On les a forcés à sortir le jeu avant que le développement soit entièrement terminé. Toute la phase de polish et toute la phase de débugage du jeu n'a pas été faite. Un jeu qui ne sort pas terminé, maintenant on a l'habitude, mais si vous revenez des mois plus tard, maintenant vous avez des mises à jour et des correctifs. Les jeux ne sont plus finis le jour de la sortie, mais ils le deviennent avec de nombreuses mises à jour. Et comme ça, tout le monde dit du mal du jeu le jour de sa sortie, mais tout est pardonné un an plus tard et les joueurs sont de nouveau contents. Bon, la pique aux jeux vidéo actuels, c'est fait. Mais le problème en 1999, c'est que si ton jeu sort non terminé, tu n'as pas la chance de faire une mise à jour pour patcher tous tes bugs. Ton jeu reste inachevé éternellement et il n'a pas de seconde chance. Dans cette ambiance sort Prince of Persia 3D sur PC. Et le jeu manque cruellement de finition. La faute a de nombreux bugs, le système de collision est atroce. Et à ce jour, il est considéré comme le pire opus de la franchise. D'ailleurs, si vous regardez le trailer du jeu, il manque pas mal d'environnements dans le jeu final. Ce qui peut nous faire dire que pas mal de niveaux ont été cuts. Quelques mois plus tard, en 2000, le jeu est porté sur la Dreamcast de Sega, mais seulement en Amérique du Nord malheureusement. C'est le studio Avalanche Software, que vous connaissez pour les jeux Disney, surtout pour le récent Hogwarts Legacy, qui va s'occuper du portage. Et au passage, on renomme le jeu Prince of Persia Arabian Nights. C'est le même jeu, il y a juste quelques modifications. La version Dreamcast corrige pas mal de bugs présents sur la version PC et certains problèmes de maniabilité. On a le droit à un éclairage différent de la version PC et 2 niveaux ont été supprimés, qui étaient considérés comme fastidieux sur la version originale. Naturellement, j'ai voulu voir de moi-même si le jeu méritait son statut de vilain petit canard de la franchise, donc j'ai fait la version Dreamcast. Et le jeu est nul. Avant de le finir, il y a un autre opus que je considérais comme le pire Prince of Persia. Mais franchement, c'est lui qui mérite ce titre à 100%. J'ai détesté le faire. Déjà, techniquement, il est complètement à la ramasse. Quand vous comparez à ce qui est sorti la même année, en 1999, il y avait Legacy of Kain Soul River, il y avait Rayman 2 The Great Escape, il y avait Dino Crisis, il y avait Outcast, il y avait même Tomb Raider 4, la révélation finale. Le niveau de réalisation est clairement pas à la hauteur pour l'époque. Je passe pour les cinématiques 3D pré-rendues qui sont dégueulasses et qui sont vraiment nanardeuses, et les chara-design de très mauvais goût. Et sérieux, mais la gueule du prince dans cet opus, je sais pas ce qui s'est passé entre Prince of Persia 2 et celui-là, mais c'est pas possible quoi. On passe d'une 2D avec une belle direction artistique à des environnements en 3D insipides avec un level design hasardeux. Sérieux, on dirait que les développeurs ont dispersé les plateformes au hasard dans les niveaux, c'est n'importe quoi. Le gameplay, comme vous pouvez le constater, est vraiment laborieux. On a affaire à une pâle copie de Tomb Raider. Le prince bouge comme Lara Croft, il saute comme Lara Croft, mais le problème, c'est que le jeu sort 3 ans après Tomb Raider. Et ce qui était acceptable dans Tomb Raider 1 en 96 l'est beaucoup moins en 99. Surtout qu'on nous avait montré qu'on pouvait avoir de très bons gameplays en jeu de plateforme 3D, comme justement avec Rayman 2 ou Banjo-Kazooie. Et on sent que les développeurs ont joué à Tomb Raider 1. Le prince se contrôle comme un tank, on peut aller en face en poussant le joystick vers l'avant, mais c'est impossible d'aller directement à notre gauche ou à notre droite, car si vous poussez le joystick à gauche ou à droite, le personnage va juste tourner. Et du coup, une fois que vous êtes en face de la direction où vous voulez aller, là vous pouvez avancer. On peut également faire des pas de côté. C'est comme si notre personnage se déplaçait dans des cases. Le jeu serait sorti en 96, j'aurais pu être plus indulgent avec le gameplay. Mais bon, en 99, il y a déjà eu 4 Tomb Raider, et la maniabilité de Lara a quand même été améliorée entre le 1 et le 4. Mais là, le jeu se base sur le gameplay du premier Tomb Raider, et il essaye de le singer, mais même là, il échoue à être aussi efficace que le jeu de core design. Ah, et autre chose, ne tournez surtout pas la caméra, car si vous allez tout droit, le prince ne tourne pas avec la caméra. Donc vous allez juste avoir l'impression que vous êtes complètement décalé, alors que c'est juste la caméra qui est horrible. Lors des phases de plateforme, il y a plein de fois où j'ai piffé les sauts, car je ne pouvais pas voir les plateformes à cause de la caméra. Caméra qui fait un truc trop bizarre quand vous dégainez votre épée pour engager un duel contre un ennemi. Elle tourne automatiquement vers la gauche, super quand vous voulez bien voir en face de vous. Je ne comprends pas du tout ce choix. C'est peut-être pour avoir un espèce d'effet cinématographique pour bien mettre en scène le duel, mais franchement ça m'a plus énervé qu'autre chose. Surtout que je ne compte même pas le nombre de fois où la caméra se mettait derrière un objet ou un mur. Et je ne voyais même plus l'ennemi et ses patterns. Super la caméra. Artistiquement, je trouve le jeu très moche, les environnements sont laids, la musique du jeu n'est ni mauvaise ni bonne, elle fait son travail de sound design d'accompagnement, elle a le mérite d'exister quoi. Le système de combat est passionnant. Au même moment, en 1999.
Bon ok, c'était un peu facile, et je suis vraiment de mauvaise foi car le budget de Shenmue est incomparable avec ce jeu, mais je voulais quand même rendre hommage à un de mes jeux préférés. Concernant les combats du jeu, les ennemis vont passer 90% de leur temps à bloquer vos attaques et à être intouchables. Donc globalement, vous attendez qu'ils attaquent à leur tour pour qu'ils soient vulnérables, et là vous pouvez les attaquer. Soit vous avez de la chance et vous pouvez tuer l'ennemi rapidement, soit vous ne le touchez jamais et ça peut être long, très long, c'est très chiant à jouer et ça peut durer une éternité. Je ne compte pas le nombre de bugs que j'ai eu, mais vu que j'ai record du gameplay, je peux vous en montrer quelques-uns, comme le moment où je grimpais avec une corde et où la hitbox de mon perso était aux fraises, et un moment où je suis bloqué par un mur invisible car le petit orteil de mon perso doit toucher le mec congelé. Sérieux, pourquoi je ne peux pas passer là ? Ajoutez à ça plein de bugs de collision, des sauts avec des cordes qui sont abominables, beaucoup d'imprécisions dans le gameplay également. Red Orb a quand même rajouté quelques nouveautés dans le gameplay. Vous pouvez avoir plusieurs armes, vous avez une épée traditionnelle, vous avez une épée de feu, une épée qui one-shot les ennemis, et ils ont même mis un arc, mais malheureusement la visée avec est horrible. Vous avez un bonus que vous récupérez lors de certaines phases où vous pouvez sauter très haut, et c'est n'importe quoi. Non mais regardez-moi ça! La transition entre les phases de jeu et les cinématiques sont particulières. Encore pire, les animations des personnages sont ringardes, alors que la série a toujours été impeccable sur cet aspect. Regardez juste l'animation de course du prince, c'est juste pas possible quoi. Attendez une seconde. Ok, si vous vous y connaissez un tout petit peu en modélisation 3D, ce que vous venez de voir s'appelle du flickering. Quand vous modélisez un objet sur un logiciel de 3D comme Maya ou 3ds Max, et vous avez des faces qui se superposent, et que vous faites un rendu avec votre objet, vous allez obtenir ce rendu avec du noir superposé sur votre modèle. Ça veut juste dire que vous avez plusieurs faces au même endroit. Voilà, c'est juste que j'ai vu ça dans la cinématique, et ça m'a fait tiquer. Concernant l'histoire, on reprend le prince des deux premiers jeux, mais l'histoire n'est absolument pas une suite de Prince of Persia 2 comme ça devait être le cas à l'origine. Le prince et le sultan sont conviés chez son frère Hassan. Lorsqu'ils sont conviés dans son palais et qu'une cérémonie d'accueil se fait, c'est suspect, hein. Ça fait le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Une danseuse tue les gardes qui escortaient le sultan et le prince est capturé et jeté en cellule. Le début ne vous rappelle pas un autre jeu ? Le sultan l'insulte de traître et lui demande pourquoi l'avoir trahi. Et Hassan lui répond que le sultan avait promis la main de sa fille le jour de ses 21 ans, à son fils, nommé Rugnor. Il veut que le prince meure dans sa cellule pour que le sultan tienne sa parole. Le prince réussit à se sortir de sa cellule et à se frayer un chemin dans le palais. Et on apprend que la princesse a été capturée par Rugnor, qui se dévoile être mi-tigre, mi-humain. Déjà, vous sentez la cohérence très bizarre, mais bon, pourquoi pas après tout. Le prince réussit à retrouver le sultan et Hassan, mais le sultan doit tenir sa promesse et dit au prince qu'il doit renoncer à la princesse, qu'il peut marier n'importe quelle femme, mais pas elle. Hassan essaye de tuer le prince en lui lançant un couteau, mais le sultan s'interpose et meurt dans ses bras. Le pacte du sultan meurt avec lui. Le prince n'a plus qu'à aller sauver la princesse. Au passage, c'est la dernière fois qu'on voit Hassan dans tout le jeu. Son intrigue ne sera jamais résolue et jamais on ne l'affrontera. Donc on escalade en dirigeable dans des niveaux ignobles, on arrive au sommet, et on manque de peu de sauver la princesse, qui se fait de nouveau enlever par Rugnor. Le prince essaye de sauter sur son oiseau mais tombe dans le vide. La princesse pense à ce moment-là que le prince est mort de sa chute, mais en réalité il tombe dans de l'eau. S'ensuit un niveau où on escalade une montagne et une cinématique où la princesse refuse de se marier à Rugnor, mais elle tente de le charmer, lui vole son épée et lui coupe la main. Mais elle se fait mettre KO. Le prince arrive dans un temple, le parcourt, et arrive enfin face à Rugnor qui a attaché la princesse sur un engrenage pour qu'elle se fasse écraser. Elle ne veut pas se marier à lui, autant la tuer. Donc on se bat contre Rugnor, et là il se passe quelque chose de sympa dans ce dernier niveau, seulement dans le dernier niveau malheureusement. C'est que le temps est chronométré, mais le jeu ne vous le dit pas. Si vous mettez trop de temps à battre Rugnor, vous avez le droit à une mauvaise fin, où la princesse se fait décapiter et le prince se fait tuer par Rugnor. Si vous perdez, vous avez juste à recharger votre sauvegarde, et là vous pouvez gagner dans les temps et avoir la vraie fin. Le prince tue Rugnor, sauve la princesse, et part avec elle sur une créature volante. Pour la première fois de la saga, Prince of Persia 3D est un échec, aussi bien critique que commercial. Le pire, c'est que même Jordan Mechner, qui est le créateur de la franchise, n'a pas aimé la direction que le jeu prenait au fur et à mesure que le développement avançait.
Aujourd'hui, ils le considèrent comme un échec. Et ce jeu, c'est typiquement le genre de jeu qui peut tuer une licence tellement il est mauvais. Il a entaché la réputation de Prince of Persia qui était excellente, car les 2 premiers jeux l'étaient. Il s'agit du dernier opus de la saga originale. Et pendant un moment, les gens ont bien cru que c'était fini pour Prince of Persia, que le passage en 3D avait tué la licence et que c'était terminé. En plus, ils auraient pu sauver les meubles en le ressortant sur PS2, sur Xbox, sur GameCube une fois la sortie PC faite, mais ils ont eu la mauvaise idée de ressortir le jeu sur la Dreamcast uniquement. Et la Dreamcast a été un bide, il y a eu très peu de joueurs. C'est la dernière console de Sega qui ne s'est jamais remis de cet échec. Donc c'était impossible de sauver le jeu en termes de vente en le ressortant juste sur Dreamcast, c'était impossible. Les ventes du jeu ne suffisent pas à rassurer Mattel qui plonge dans le rouge, le rachat est un désastre, et Mattel veut se débarrasser de The Learning Company. Ils font appel à The Gorse Group, qui est une boîte qui est spécialisée dans la vente d'entreprises en difficulté financière. Ils vont les voir et leur cèdent toute la Learning Company pour qu'ils puissent la revendre à leur tour. Le Gorse Group scinde la Learning Company en 3 parties distinctes. Il y a une partie qui va s'occuper des jeux et divertissements, il y a une partie qui s'occupe des jeux éducatifs qui va se renommer The Learning Company, oui, comme avant le rachat, et enfin une partie renommée juste Brotherbound, à ne pas confondre avec Brotherbound Software, qui regroupe les logiciels domestiques qui va se faire racheter plus tard par Riverdeep. Bien évidemment, Mattel Interactive a été démantelé dans le lot. Nous sommes en 2001 et on arrive enfin à ma partie préférée. Déjà car je n'ai pas connu les 3 premiers Prince of Persia, je n'étais pas né quand ils sont sortis, et en plus je les ai fait très tard pour rattraper mon retard sur les licences. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point.